Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur LPC TV. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés donc, de Nicolas et un invité très spécial que nous avons aujourd'hui au lycée de Châteauboeuf. Donc, je vais accorder d'abord la parole à mon collègue Nicolas, qui va d'abord se présenter et ensuite, on vous montrera qui est notre invité. Bonjour à tous, je suis Nicolas, donc en terminale système numérique. Je suis ici pour poser des questions à ce monsieur-là qui a fait quelque chose de très intéressant, qui va vous dire dès à présent. Bonjour à tous, Jean-Yves Aglaé, je suis un des deux skippers qui a réalisé la Transat Jacques Vabre 2023 à bord du classe 40 Martinique Chalet. Premièrement, merci beaucoup d'être venu et d'accepter de répondre à nos questions. Nous allons commencer. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à participer à la Transat et qu'est-ce qui vous a poussé, par exemple, à représenter la Martinique? C'est un concours de circonstances, je veux dire, de deux paramètres. Le premier, c'est que les transatlantiques, comme la Jacques Vabre, comme la Route du Rhum, sont des courses qui nous fascinent. Donc, quand je dis nous, c'est Hervé, Emric et moi qui sommes les trois porteurs de projet. Ce sont des courses qui nous fascinent depuis longtemps. Et à l'occasion de la Jacques Vabre 2021, on a eu cette opportunité de côtoyer des skippers qui l'avaient faite, la Jacques Vabre. Et en discutant avec eux, en naviguant avec eux, est venue l'idée de se dire pourquoi pas nous en fait. Pourquoi pas nous, Martiniquais, pourquoi pas faire un projet et se lancer sur la Jacques Vabre 2023. Très bien. Très bien. Mais du coup, la Jacques Vabre, si j'ai bien compris, donc vous faites un voyage de Martinique jusqu'en France, ou c'est quoi votre destination? Alors la Jacques Vabre, c'est une transatlantique, donc c'est une course qui s'appelle la Route du Café en fait, qui a lieu tous les 2 ans avec un départ du Havre en Normandie. C'est systématique, le départ il ne changera pas. Et l'arrivée a déjà changé plusieurs années. Donc à l'époque c'était Salvador de Bahia, il y a eu ensuite le Brésil. Et on a eu l'opportunité, nous, Martiniquais, en fait, de récupérer cette édition à cause du Covid, où ils ont voulu, d'un point de vue pratique, arriver dans une destination française. La Guadeloupe ayant déjà la Route du Rhum, c'est devenu la Martinique. Donc la Transat Jacques Vabre, elle rallie le Havre à Fort-de-France en direct, sans étape. Mais du coup, quand vous êtes allé à l'eau, du coup, avec le voilier, c'est un classe 40. Un classe 40 du coup. Avez-vous rencontré des difficultés quand vous étiez dans l'eau, des petites anecdotes que vous avez à nous partager de votre voyage? Oui, il y a eu pas mal de faits marquants, donc des anecdotes sur l'eau. On peut commencer par ce qu'on appelle le rat blanchard. Le rat blanchard, c'est entre guillemets la presqu'île de la Caravelle façon Manche. Donc il faut savoir que lorsqu'on sort du Havre, on passe la presqu'île du Cotentin et la Manche est réputée pour des forts courants. Donc c'est un endroit où il y a vraiment on peut avoir du marnage, ce qu'on appelle le marnage, c'est la hauteur entre la marée basse et la marée haute qui peut aller jusqu'à 12 mètres. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment un courant impressionnant. Pour comparaison, nous en Martinique, on a 60 cm de marnage. Donc, qu'est-ce que ça a fait comme effet sur le bateau? Alors ça fait que lorsque la marée descend, ça crée un courant qui va dans un sens. Quand la marée monte, ça crée un courant qui va dans l'autre sens. Et il y a une situation qui est assez particulière, c'est lorsqu'on a le vent contre le courant en fait. Ça lève la mer à un endroit donné et ça crée des conditions de navigation qui sont très complexes. Le rat blanchard, naturellement, est déjà une zone où la navigation est difficile, sauf que le premier jour du départ, on s'est retrouvé dans cette zone-là avec mer contre courant. Et c'est-à-dire que vous avez toutes les vagues de face? Alors on a toutes les vagues de face, on a du vent fort, on a aussi une mer qui est hachée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas formée avec des vagues qui sont forcément linéaires, ça vient un peu dans tous les sens. Et là, la navigation n'est pas simple. En tout cas, les bateaux, ils n'aiment pas cette navigation-là. Et il se trouve que nous, la première nuit, on a cassé une pièce importante du bateau, qui est le safran, et qui nous a contré en fait la zone, on voulait l'éviter. Donc lorsqu'on naviguait, on naviguait à l'extérieur de la zone, pour justement ne pas avoir trop de casse. On a eu la casse à l'extérieur de la zone, on a été obligé de virer de bord et de traverser la zone. Donc tout ce qu'on ne voulait pas, on s'est retrouvé à faire exactement ce qu'on voulait pas. Mais le safran, à quoi il sert du coup? Le safran, c'est un appendice. Donc il faut imaginer le bateau. Le bateau, c'est une coque.
Et à l'arrière du bateau, en monocoque, on a 2 safrans. C'est des appendices qui rentrent dans l'eau et qui servent de gouvernail, en fait. Ce qui sert à diriger le bateau. C'est ce qui sert à diriger le bateau. Il y en a 2. Nous, on a cassé. Il faut savoir que lorsque le bateau il gîte, forcément, il y en a un qui sort de l'eau. Et on a cassé celui qui était dans l'eau, donc le bateau n'était plus du tout manœuvrant. On a été obligé de virer pour se mettre sur celui qui était encore dans l'eau. Du coup, vous l'avez réparé ou vous avez laissé comme ça? On n'a pas eu le choix, c'est-à-dire que là, on était encore à proximité des côtes. Donc, on s'est mis à l'abri du vent et de la mer pour trouver une mer assez calme et pouvoir réparer en mer. Je suppose que vous avez été formé à ce genre de situation. Alors, vous supposez mal. Ah bon? Ouais, on n'a pas du tout été formé. C'est-à-dire que on va être formé à des situations de sécurité. Par contre, pour la réparation, il n'y a pas de mode d'emploi à l'avance pour des casses. La casse, elle survient en fait n'importe comment, n'importe où sur le bateau. Et c'est en fonction de la casse qu'il faut adapter. Donc là, nous, le problème, on a diagnostiqué, fait son état des lieux, pour voir quelles étaient les solutions qu'on pouvait lui amener avec les outils et les pièces de rechange qu'on avait à bord. Quand je dis que je suppose que vous avez été formé, je parle du... En tout cas, merci pour l'information, en tout cas, moi je sais. Mais surtout de la... Mais quand la marée se retrouve de cette façon-là, en fait, de cette circonstance-là, en fait. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a découvert parce que c'est vraiment spécifique à la Manche. Et comme on n'avait jamais navigué en Manche avant, nous, on est parti 2 mois avant le départ de la course pour prendre des repères. Et on a pu faire quelques sorties, navigation dans la Manche où on a compris en fait ce phénomène-là. Alors, on avait pu, par le passé, par nos formations de skippers, parce qu'on est tous les 2 skippers, vu la théorie. Cependant là, on a été vraiment en fait dans la pratique et on était loin d'imaginer à l'époque où on était assis sur les bancs d'école ce que c'était en réel. Donc ça, on l'a vraiment expérimenté en physique plusieurs fois d'ailleurs, ce qui nous a aidé en fait à avoir moins d'appréhension lorsqu'on s'est retrouvé dans la compétition. D'accord. J'aimerais savoir quel a été votre ressenti. Comment vous, ainsi que votre équipe, vous senti en traversant la ligne d'arrivée? En arrivant, donc, en Martinique. Ouais, c'est une sensation qui est crescendo, hein. Il faut savoir que la Martinique, nous, on l'a vue depuis assez tôt le matin. Je dis, quand on approchait de la Martinique, on a distingué une petite forme au loin qui était, ça ressemblait à une montagne. Sauf qu'on sait très bien que la Martinique, il n'y a pas qu'une montagne et que ce n'est pas une montagne, c'est une surface bien large. Et on s'est posé des questions à savoir quelle était cette montagne en fait. En approchant, on a compris que c'était le sommet le plus haut, donc la montagne Pelée. Et de jour, voilà, ça commençait à se dessiner, se profiler, la montagne du Carbet, les Pitons, la Dame couchée du Mont de l'Archer, et ainsi de suite. Donc on recommence à s'habituer avec la vie côtière. Et plus on approchait de la ligne d'arrivée, plus il y avait du monde en fait. Donc des bateaux, il y a eu 1 bateau, puis 2, puis 3, puis 4. Puis, je ne sais pas, moi, à un moment donné, il y a peut-être 15 bateaux autour de nous. Sur chaque bateau, il y a 1 personne, 2 personnes, et ainsi de suite. On commence à voir du monde déjà sur l'eau, à voir des lumières, parce qu'entre-temps, la nuit est tombée, et à réaliser en fait que le petit cycle de la Jacques Vabre touche à sa fin. Forcément, on est content, mais pas juste content, il y a une notion aussi de fierté. On est fier de se dire on a pu le faire et on est aussi fier de pouvoir le partager avec tout le monde. Donc ça peut être l'équipe, ça peut être nos familles. Et on est fiers aussi d'avoir fait confiance à toutes ces personnes, dans notre équipe par exemple, pour nous accompagner jusque-là. Il faut savoir que nous, on n'est que la face visible entre guillemets de l'iceberg. Hein. On est sur l'eau, on est sur le bateau. Par contre, il y a toute l'équipe qui travaille avant, qui travaille pendant qu'on est sur l'eau et qui travaille aussi pour que l'arrivée soit belle. Et ça a été les premières personnes à monter sur le bateau, à qui on a fait du coup les premiers câlins après 25 jours derrière. Oui, ben oui. Mais du coup, j'ai une autre question. C'est est-ce que, par exemple, quand vous étiez sur le bateau, la vie sur le bateau, elle était comment? Comment vous viviez? Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans les moments où vous traversez, vous regardez juste l'horizon, vous voyez juste de la mer? Comment vous avez vécu ça? La transat, en tout cas sur ce type de bateau-là, est ramenée à un état de vie très très simple. Sur le bateau, on n'amène que ce qui est important ou risque d'être utile. Et le dispositif fait qu'on est sur un bateau très rustique. Il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de WC, on n'a pas de chambre.
Et en fait, on vit du coup de façon très simple. On a faim, on mange, on est fatigué, on dort, on a soif, on boit. Et ça, c'est, je ne vais pas dire des habitudes qu'on a perdues, mais on se réapproprie ce mode de vie-là dans une course avec du coup des objectifs, de la réflexion à avoir, des efforts physiques. Et on s'approprie aussi l'environnement qui est l'océan à 360 degrés. On commence à s'habituer à voir que de l'eau, à voir que de l'horizon, mais aussi la nuit à voir que des étoiles, beaucoup d'étoiles filantes. Et c'est vraiment agréable de pouvoir évoluer dans cet environnement-là en fait, j'allais dire presque naturellement, puisqu'on est à la voile. On apprend aussi à se connaître. Quand je dis se connaître, c'est individuellement, savoir comment on fonctionne tous les deux dans un bateau. Et pour cette première édition, ça a été que du bonus, que de l'apprentissage pour nous. Ok. Et du coup, vous n'avez pas des moments marquants qui vous ont vraiment marqué pendant le voyage? Genre des moments où vous avez eu peur, par exemple? On a eu des frayeurs. Et je vais contrebalancer aussi avec des moments où voilà, le bateau il avance vite pendant un magnifique coucher de soleil. Ce sont des émotions en fait. La peur, la joie en fait, ce sont des émotions qui vont nous traverser parce qu'il y a une situation nouvelle qui peut être joyeuse ou pas. Et dès lors que ces émotions-là étaient, en tout cas, sortaient du lot, on est rentré dans une autre approche complète en fait de la compétition. Et quand c'était des moments joyeux, on profitait pleinement que le bateau il aille vite, qu'on soit en coucher de soleil, qu'on soit en lever de lune. Quand c'est des moments moins joyeux, ben à ce moment-là, en fait, on a fait le taf, quoi. Très bien. Ok, très bien. Alors, nous allons donc arriver à la dernière question. Alors, comment votre expérience de navigateur a-t-elle été donc, perçue par exemple, vos proches et quel a été l'impact donc au niveau de la promotion de la voile en Martinique? Au niveau de nos proches, il n'y a pas eu de surprise parce que, ils évoluent avec nous, donc ils ont vu grandir, ils nous ont vu grandir déjà. Donc ils savent un petit peu comment on évolue, quels sont nos tempéraments, quelles sont nos activités phares. Ils ont vu aussi grandir le projet, donc toutes les étapes par lesquelles le projet est passé, hein, on n'a pas parlé, mais c'est vrai que c'est 18 mois de travail. Et aujourd'hui, voilà, ils partagent à juste titre avec nous le succès en fait, du projet, l'arrivée à Fort-de-France. Et ils sont aussi curieux de savoir ce qui s'est passé sur l'eau parce qu'ils ont vu tout de l'extérieur. Donc c'est des moments qui sont assez chaleureux qu'on partage maintenant ensemble. Et sur l'impact de la voile, on espère, alors on commence déjà à avoir des impacts très positifs. Dans les clubs de voile, on a fait quelques visios avant le départ et là on les rencontre au fur et à mesure. Donc on voit qu'il y a des questions, il y a de l'interrogation. On entend des jeunes dire moi aussi je veux faire la Jacques Vabre, donc c'est des choses qui sont quand même intéressantes. Moi qui suis issu de la voile traditionnelle, on a apporté une étape après la voile traditionnelle, c'est-à-dire que jusque-là, il y en a beaucoup qui faisaient de l'aïeul, qui faisaient du gommier et qui s'arrêtaient à ça et qui faisaient entre guillemets carrière dedans. On a apporté une étape en disant ben, on peut faire autre chose après l'aïeul. Et de personnes qui étaient jusque-là engagées à dire je veux gagner un tour d'aïeul, il y en a qui disent maintenant je veux gagner un tour d'aïeul et faire une Jacques Vabre. Donc on sent qu'il y a un impact. C'est pour ça que notre projet il va continuer. On continue encore sur minimum 3 ans pour aller au bout déjà du projet, mais aussi faire bénéficier à tout cet environnement-là en fait de l'économie bleue. Donc c'est pas que les voileux. De cette expérience-là et de pouvoir tirer tout le monde vers le haut. Très bien. Je sais que j'avais dit que c'était la dernière question, mais c'est vrai que j'en ai une petite dernière. Avec plaisir. Alors, en tant que, on va donc dire professionnel, personne qui a déjà pu voir comment ça s'est passé, quel est le conseil que vous pourriez donner aux jeunes qui aujourd'hui veulent se lancer et faire donc la triathlon? Il y a plusieurs conseils hein, et c'est vrai que ce qu'il faut retenir de ce projet-là, c'est que ce n'est pas qu'un projet maritime, c'est vraiment un projet, c'est une structuration d'entreprise, c'est une structuration d'association, donc c'est une conduite de projet au sens large, avec un budget, avec un planning, avec des ressources, avec des tâches à réaliser. Et en plus, quand on rajoute la notion de transatlantique, on rajoute une difficulté, une spécificité qui fait que
Il y a des aspects de sécurité à prendre en main. Cependant, si moi je peux en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai osé. C'est-à-dire qu'on a osé sortir de notre zone de confort, on a osé se dire, on y va. On ne connaît pas, mais on ne pourra pas connaître si on ne la fait pas. Du coup, ça a été vraiment la bascule. Et aujourd'hui, c'est pas inné. Hein. Jean-Yves s'est pas réveillé un matin à dire OK, on y va. C'est parce qu'il y a d'autres personnes aussi, comme moi je le fais aujourd'hui, qui nous ont prêché un peu la bonne parole à dire vous en êtes capable. Donc ce message-là, c'est le même que moi je vais diffuser, c'est dire vous êtes capable. Hein. Aujourd'hui, les freins, ils sont là parce qu'ils font partie du projet, mais vous êtes capable d'aller au-delà de ces freins, d'aller au-delà de ces obstacles. Par contre, pour voir ce qu'il y a derrière les obstacles, il faut les franchir. Et pour les franchir, il faut s'avancer. C'est ça, sortir de sa zone de confort pour progresser. Oui, c'est surtout que dans la zone de confort, naturellement, on y est bien. Cependant, il y a autre chose ailleurs. Et si on est curieux, et moi j'incite tout le monde à être curieux, allez voir ce qu'il y a autour, parce qu'il y a peut-être mieux que ce qu'il y a déjà dans la zone de confort. Et ça, Sûrement. il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'aller explorer en fait. Hein. Et dans l'exploration, forcément, il y a des choses qui vont vous plaire, il y a des choses qui ne vont pas vous plaire, mais ça va continuer et ça va vous aider en fait à réduire et à affiner le chemin dans lequel vous voulez aller. Donc, oser. Et c'est-à-dire qu'il faut oser. Alors, on est d'accord, il faut oser intelligemment, il faut préparer, il faut structurer, il faut réfléchir, mais il faut oser. Et quand je dis oser, c'est sauter. Hein. Moi, peut-être que je ne suis pas l'exemple parfait, mais je suis le type de gars qui saute et réfléchit après au parachute. N'empêche que, que c'est... C'est un peu dangereux quand même. Il y a des moments où l'atterrissage, il fait mal. D'accord. Il y a des moments où l'atterrissage, il se fait en douceur et on se dit, s'il fallait attendre que tous les voyants soient au vert pour sauter, on n'aurait jamais sauté. C'est vrai. Okay. Donc c'est-à-dire que le 100% fiable, avant, il n'existe même pas dans les voitures qui sont fabriquées avec des ingénieurs et tout ce qui va avec. Donc là, le projet, il va prendre vie, il va prendre forme parce qu'on y est, parce qu'on avance, parce qu'on ose, parce qu'on se challenge, parce qu'on réfléchit. Mais ça part toujours de oser, sauter, aller dans la direction déjà qui vous plaît et alimenter en fait ces petites envies-là au quotidien. Arrosez-les, si vous voulez avoir demain des maracujas, il faut les planter, il faut les arroser, il faut en prendre soin, il faut les nettoyer, il faut vérifier s'il n'y a pas de maladie, tout ce qui va avec. C'est la même chose pour un projet, c'est du quotidien, déjà dans votre tête, il faut y penser tous les jours. Un jour sans penser à votre projet, c'est un jour de perdu. Et ensuite, faire une petite action chaque jour. Du coup, est-ce que vous êtes filmé pendant le voyage? On avait un gros dispositif. On avait chacun une GoPro, plus un téléphone portable, ce qui nous a permis de faire beaucoup d'images. Donc des images dans un premier temps qui ont permis de communiquer, donc c'est-à-dire de montrer l'intérieur du projet, comment ça se passe, pour que nos semblables en fait se disent Jean-Yves, il est dans ce bateau-là. Donc on arrive facilement à se projeter quand c'est quelqu'un qu'on connaît, dans ses habitudes, dans son mode de fonctionnement et tout ce qui va avec. Et après, parce qu'il faut communiquer sur le projet. L'essence du projet aussi, c'est de la communication. C'est ce que nous aussi, on veut en partenaire. Donc, il a fallu que nous, on relate des faits. Et en dernier lieu, ces images-là vont servir à un documentaire qu'on est en train de préparer, qui va retracer un peu toute la vie du projet, du départ, la préparation au Havre, la navigation sur l'eau et même ce qui s'est passé après, avec comme objectif de valoriser la Martinique, parce qu'on est martiniquais, parce que l'arrivée s'est faite en Martinique, de valoriser aussi le potentiel qu'on a, nous, jeunes de Martinique, à faire des choses en dehors de la Martinique, et après de surfer sur la dynamique qu'on a aujourd'hui digitale, de se dire qu'un contenu qu'on va créer peut faire le tour du monde. Très bien, très bien. Même, on vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Hein, on répond à toutes les invitations qui sont de l'ordre pédagogique et qui permettent de faire avancer les gens. Ce qui veut donc dire, si on vous invite de nouveau, vous seriez d'accord? Avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, merci à vous aussi d'avoir regardé jusqu'ici. On se dit à très bientôt pour une prochaine émission.